méditation n'est pas seulement cette pratique maintenant mondialement connue qui permet de développer une grande spiritualité et qui a de multiples vertus, mais elle est aussi une pratique, un outil complémentaire merveilleux en thérapie. Et donc, c'est pour ça que je l'utilise dans les thérapies que vous êtes susceptibles de faire avec moi. Et donc, j'en enseigne la pratique à un niveau, au niveau qui nous intéresse, qui est au niveau thérapeutique, mais parce que effectivement, la méditation a des vertus thérapeutiques et que donc elle permet d'amplifier le travail qu'on fait en session, et puis surtout, elle permet que vous puissiez faire ce travail chez vous en autonomie, et donc d'apprendre à acquérir une espèce d'autonomie dans ce travail thérapeutique. Alors la première chose qu'on pourrait dire, si on veut définir succinctement, synthétiquement la méditation, eh bien que c'est une gymnastique immobile de l'intériorité qui permet, évidemment, d'amplifier le processus de conscientisation, mais finalement aussi de potentialiser et d'augmenter le pouvoir de toutes les composantes du psychisme humain, de tout le complexe du psychisme humain. Alors quand on parle du psychisme humain, il faut inclure dedans le complexe cérébro-neurologique, donc le cerveau et toutes ses fonctions, mais aussi le centre psycho-énergétique, les relations entre l'esprit et le corps qui sont la psychosomatique, c'est-à-dire qu'on sait que l'esprit a cette capacité, le psychisme a cette capacité d'avoir des conséquences et d'influencer le corps, et donc ça peut donner lieu, entre autres causes, à ces fameuses maladies psychosomatiques. Et enfin, le côté, effectivement, le pôle spirituel que j'ai nommé un peu avant, en introduction. Alors, si j'utilise la méditation dans le cadre des thérapies que je vous propose, c'est parce que, premièrement, la méditation a quelques vertus naturelles qui, immédiatement, ont un effet thérapeutique. Au premier rang, la capacité de se relâcher, de se calmer, c'est-à-dire un effet calmant sur le désordre émotionnel que l'on peut rencontrer lorsque, effectivement, on passe des moments de notre vie un peu difficiles, et quand on a des problèmes psychologiques, et généralement, effectivement, notre émotionnalité est un peu désordonnée, hors contrôle, et la méditation permet justement de retrouver un peu un contrôle, une emprise sur l'univers de nos émotions. Et ça, c'est pas un moindre désavantage, parce qu'on comprend bien que dans le cadre d'une thérapie, c'est quand même fondamental de pouvoir gagner un peu de paix, de calme, pour pouvoir travailler. Si on n'est pas calme, on n'arrive pas à travailler. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'elle a naturellement, la méditation, cette capacité de favoriser une opération de conscientisation, c'est-à-dire une capacité de favoriser l'intériorisation qui va nous permettre d'avoir un regard sur nous-mêmes et d'apprendre à connaître notre intériorité, dans ses mouvements, dans ses contenus, dans ses concepts, dans la façon dont elle a de fonctionner, y compris à un niveau qui fleure avec l'inconscient, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est naturellement des qualités qui, évidemment, dans le cadre d'une thérapie, on a envie d'utiliser avec la méditation, voilà, parce que ça ne peut être que profitable. Mais le second aspect qui est important, c'est que la méditation a un processus qui est relativement proche du processus thérapeutique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première chose, c'est que effectivement, la méditation comme la thérapie vont chercher dans un premier temps à entrer en contact avec notre intériorité, voir un petit peu, essayer d'identifier ce qui se passe en nous, pourquoi par exemple on souffre tant, pourquoi les événements de la vie extérieure ont une conséquence si néfaste sur notre psychologie. Donc on a une première phase où on va commencer à, simplement ce que je disais, cette conscientisation, simplement regarder, identifier nos contenus
et leur fonctionnement. La seconde phase que la thérapie et la méditation ont en commun est que, après l'identification, évidemment, on va commencer à vouloir entrer en dialogue. Qu'est-ce que c'est entrer en dialogue? Eh bien, c'est finalement commencer à partir d'une distance, hein, on va se distancier un peu de nos contenus, les regarder, et on va commencer un peu à engager un échange, une dialectique entre nous, entre nous et nos contenus. Donc c'est une espèce de dialogue, effectivement, et ça c'est déjà le début d'un mouvement thérapeutique, parce que ce dialogue, en soi, il permet d'approfondir la conscientisation et puis surtout d'ouvrir de nouvelles voies. Donc on est dans un travail d'aller, de retour, et ça, la méditation le fait naturellement, tout comme la thérapie. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase que j'appelle de resignification, qui est une phase où la question du sens de nos fonctionnements, de nos contenus, de tout ce qui nous fait souffrir, et de la façon dont on se comporte et la façon dont on regarde le monde, la question du sens est essentielle. Et donc à un certain moment, on va comprendre que peut-être on peut intégrer un nouveau sens à nos comportements, à nos contenus, et voir la vie d'une autre façon, voir le monde d'une autre façon, avec un autre sens. Et ça, c'est la resignification. Alors, bon, voilà, bon, évidemment, c'est très synthétique tout ce que je raconte, mais ça explique encore une raison supplémentaire pour utiliser la méditation en thérapie, parce qu'effectivement, son processus est quelque part assez proche de celui de la thérapie. Alors évidemment, la thérapie a d'autres dimensions que la méditation, et la méditation a, elle, d'autres dimensions que la thérapie. Je ne fais pas une équivalence, mais elles ont ces choses en commun, et donc l'utilisation de la méditation en thérapie paraît toute naturelle. Mais alors, la méditation a aussi un troisième type de vertu qui est, de mon point de vue, bien plus importante et nous intéresse beaucoup plus. Et il s'agit du fait que la méditation ne fonctionne pas depuis le pôle cérébro-neurologique, elle ne fonctionne pas depuis le pôle de la pensée, des concepts, elle fonctionne depuis le pôle psycho-énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est le pôle psycho-énergétique? Eh bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que notre psychisme se fonde à partir non seulement du pôle cérébro-neurologique, c'est-à-dire le pôle de la logique, le pôle des concepts, le pôle des relations de cause à effet, mais aussi il fonctionne à partir d'un second pôle, un autre pôle, qui est le pôle psycho-énergétique. Alors ce pôle psycho-énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait que simplement notre psychisme est animé par une énergie psychique. Une énergie psychique qui est uniquement dédiée à notre psychisme et qui n'est pas la même énergie que notre énergie corporelle. C'est un autre système. Alors, évidemment, on n'est pas tellement habitué à entendre ce type de choses, mais pourtant, on fonctionne toute la journée avec ce système psycho-énergétique, parce que, finalement, notre psychisme fonctionne dans une espèce de dialectique entre l'architecture des symboliques, des sens et de la logique, et le mouvement psychique, qui, lui, est purement énergétique, et qui lui fonctionne un peu comme, on va dire, un réseau de distribution d'énergie, comme le serait par exemple un réseau de distribution d'eau, avec des tas de mouvements, avec des moments où le psychisme emmagasine son énergie, et alors après ça peut exploser s'il y en a trop, ou il peut y avoir des fuites d'énergie, enfin bon, voilà. Et donc, pour illustrer ça, parce que ça peut paraître un peu bizarre, on n'est pas habitué, on ne nous enseigne pas ça, c'est malheureux, mais bon. Mais pour illustrer un petit peu ce pôle psycho-énergétique, prenez l'exemple des dépressions. Quand quelqu'un a une dépression un peu sévère, le réflexe immédiat des médecins, c'est
de faire une ordonnance avec de donner des antidépresseurs. Très bien. Et alors, qu'est-ce que font les antidépresseurs? Eh bien, les antidépresseurs, bien entendu, prenons l'exemple de quelqu'un qui a une dépression parce qu'il vient d'être licencié et que son monde s'effondre. Pour lui, c'est une catastrophe totale. Tout ça, pour lui, a pris un sens extrêmement négatif, et ça a peut-être effectivement des effets très négatifs. Mais les antidépresseurs, eux, ne vont pas agir sur la façon dont il interprète cet événement, ne vont pas agir sur la teneur de ses pensées, elles ne vont pas agir sur la teneur symbolique de l'événement et la façon dont il interprète. Non, les antidépresseurs vont agir sur quoi? Eh bien justement sur le système psycho-énergétique. C'est-à-dire que quand le sujet entre en dépression, par exemple à cause d'un licenciement, tout le système symbolique et logique va arriver à faire que finalement, la dépression montre bien ce qui dit bien, le mot dit bien ce qui se passe, va finalement créer un effondrement du système énergétique psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'antidépresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur ce système, hein, pour remettre un peu de pêche, hein, un peu de pression justement. C'est comme si on avait, dans la dépression, on avait une espèce de fuite, et puis tout s'en allait à volo comme ça, et puis on est vide, on n'est plus rien, on est une chiffre. Et donc l'antidépresseur, lui, va remédier à ça en agissant sur le système psycho-énergétique. En vérité, il n'agit pas directement sur le système psycho-énergétique, il prend un peu sa place en agissant sur les conséquences du système psycho-énergétique sur le cerveau. Et donc, il recrée artificiellement un effet énergétique. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, finalement, il arrive souvent que des gens deviennent dépendants des antidépresseurs parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à reconstituer leur système énergétique et ils ont besoin toujours qu'on leur remette un coup de pouce, un coup de feu dans leur système énergétique. Mais finalement, ça agit sur le cerveau. Et donc, c'est bien la preuve qu'on a deux pôles. Un pôle cérébro-neurologique qui, lui, agit, on va dire, comme une espèce de méga-ordinateur, hein, si on peut dire ça, et puis un pôle psycho-énergétique qui, lui, gère toute la question énergétique. Et donc, ça va nous permettre de comprendre, à travers notre travail de méditation, toutes les implications sur le système énergétique de nos pensées, de nos comportements, de notre symbolique, de la façon dont on interprète les choses. Et c'est pour ça que, effectivement, cette interaction entre ces deux pôles, quand elle est travaillée thérapeutiquement, arrive à transformer petit à petit et à resignifier la problématique que l'on peut apporter, que l'on travaille durant les sessions. Voilà. Et alors, donc ça, c'est très important aussi, parce que ça nous explique, et là tout est logique, pourquoi la méditation a cette grande vertu de nous calmer, de nous permettre d'entrer en relaxation, de finalement pacifier notre désordre émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle aborde nos émotions, tout ce qui nous perturbe d'un point de vue énergétique et non pas d'un point de vue du concept. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut retenir et qui nous fait comprendre l'intérêt de la méditation. Notre psychisme fonctionne à partir de deux pôles et l'énergie et la méditation part du point de vue du pôle psycho-énergétique. Très bien. Et alors donc on peut augmenter notre première définition de la méditation qui serait de dire que la méditation est une gymnastique de la conscience du point de vue psycho-énergétique. Voilà. Donc, évidemment, c'est très intéressant. Et alors, à partir de ça, évidemment, on comprend aussi que la méditation nous permet d'aborder notre psychisme dans la totalité de son fonctionnement. C'est-à-dire que souvent, on est habitué à fonctionner d'une façon un peu univoque, hein, unilatérale, à partir du cerveau, à partir des concepts, de la logique, mais que quand on comprend qu'on dispose d'un autre pôle, alors on peut fonctionner avec les deux. Voilà. C'est pas l'un contre l'autre, il n'y a pas à choisir, non, il faut tout le temps fonctionner avec les deux. Donc c'est ça le grand bienfait de la méditation, c'est qu'elle amplifie notre fonctionnement parce qu'en fait, elle
fonctionne à partir de la totalité de notre psychisme. Donc ça, c'est aussi très bénéfique pour nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut dire un petit peu qu'est-ce que c'est ce fonctionnement psycho-énergétique. Alors, on peut dire que finalement, il faut apprendre que notre psychisme ne fonctionne pas seulement à partir de concepts logiques, d'opérations de cause à effet, il fonctionne aussi à partir d'opérations analogiques et de mouvements énergétiques. C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux, évidemment, plus mystérieux parce que on ne va pas pouvoir le traduire par des systèmes logiques comme on est habitué, des systèmes conceptuels, ça va être beaucoup plus intuitif, nébuleux, mais en pratiquant la méditation, on va s'habituer à frayer avec ces fonctionnements énergétiques et on va se rendre compte que, effectivement, le système psycho-énergétique a quelque part un autre langage, un langage énergétique, il a des mouvements, des façons de se mouvoir, et il peut créer une autre façon de créer du sens. Et par exemple, on peut dire d'une certaine façon que le monde des rêves, souvent les rêves, on a beaucoup de mal à les comprendre parce que parfois ils nous paraissent complètement absurdes, on se demande de quoi ils parlent, et en fait, d'une certaine façon, le pôle psycho-énergétique travaille un peu de cette façon-là, c'est-à-dire à partir d'un sens qu'il faut réinterpréter, qu'il faut réintégrer. Donc ça permet de commencer à aborder évidemment la question de l'inconscient. Alors évidemment, quand on fait une thérapie, immédiatement la grande question, c'est la question du conscient et de l'inconscient. Il n'y a pas comme. Mais alors donc, ça veut dire que effectivement, quand on travaille avec le pôle psycho-énergétique, on commence à repérer des mouvements de notre psychisme qu'on n'est pas habitué à voir et à les intégrer sans pour autant vouloir absolument les enfermer dans une définition conceptuelle. Et donc on s'aperçoit finalement qu'on est des êtres vivants, énergétiques, qui obéissent aussi à des lois énergétiques et à des psycho-énergétiques, et aussi à des lois analogiques, c'est-à-dire à des processus de création de sens et d'émotions qui ne sont pas logiques et qui n'obéissent pas à des concepts. Voilà. Donc, même si tout ça peut paraître un peu mystérieux, c'est effectivement indispensable de commencer à intégrer cette dimension parce qu'on ne peut pas se priver de la moitié de la teneur de notre psychisme et de la moitié de son fonctionnement. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas m'étendre plus. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez mal comprises, bien, n'hésitez pas à entrer en contact. Je serai très heureux d'entamer une conversation avec vous et de voir comment on peut adapter tout ça à votre cas personnel et entrer en thérapie et répondre à vos demandes tout simplement, en rappelant que effectivement la méditation dans le cas des thérapies que je travaille est un outil complémentaire, ce n'est pas le centre du travail, mais c'est un outil important qui a toute sa place. Et que donc effectivement l'objectif c'est finalement d'avoir un outil qui nous permet d'utiliser toutes les ressources de notre psychisme dans une globalité et donc une réunification de notre personnalité finalement dans toutes les dimensions de notre être. Voilà, j'en ai terminé. Un grand merci pour votre écoute, une belle journée ou une belle nuit et paix à tous. Ciao, ciao, ciao.